23 mai 2025. Nos salutations à l'endroit de l'ensemble des populations d'Afrique. Nous saluons par la même occasion le monde libre, le monde qui se bat pour une diversité, pour qu'on s'accepte dans nos diversités. Nous saluons également tous les fidèles téléspectateurs de Gandhi Malian TV. Une fois de plus, nous vous retrouvons dans le cadre de l'émission Parole aux Africains. Parole aux Africains, c'est une émission qui nous permet de recevoir chaque vendredi des éminents experts pour décortiquer, pour parler, décrypter des sujets tant du niveau national ou souvent même du niveau d'envergure internationale. Nous sommes avec des invités que vous connaissez comme d'habitude parce qu'ils sont plus à présenter. À ma droite, c'est un leader de la jeunesse, un leader d'opinion, Drissa Mementa. Et à ma gauche, vous avez l'expérimenté, le doyen Daniel Koulibaly, l'inspecteur de la douane à la retraite. Et Drissa, nous commençons avec vous. Peut-être vous avez un mot à l'endroit du public. Merci pour l'invitation. Oui. Je profite également pour saluer toute la population africaine, le monde libre. Merci à nos abonnés et à tous ceux qui vont nous suivre, que ce soit en direct ou en différé. Et je souhaite bonne émission. Et de passage, je remercie les douaniers également d'avoir accepté d'être à nos côtés pour nous épauler. Doyen, vos salutations à l'endroit du public. Bonsoir, aussi, vous avez même un mot à dire d'emblée à la table de l'émission. Bonsoir Diawara, bonsoir au travers de Gandhi TV, bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent quotidiennement, enfin chaque fois que nous faisons une émission, je les en remercie. Oui, effectivement, j'ai pris pour habitude, je veux prendre pour habitude de déconstruire des narratifs. Allez-y. Le premier problème, c'est qu'on a beaucoup entendu une tâche qu'on a attribuée à la transition, à savoir que la transition doit rassembler. Ouais, on entend ça aussi souvent. On a très souvent, on a mis ça sur le dos de la transition. Mais est-ce que vous vous rappelez de l'expérience des démocrates en 91? Ok. Au sortir des mouvements, quand le général Moussa Traoré est tombé, ils se sont dispersés, ils n'ont pas pu rester rassemblés. Même à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas pu se soutenir. Le dernier mouvement, le mouvement M5-RFP, dès la chute de IBK, nous avons entendu partout, c'est la chute de IBK qui était notre objectif. Maintenant, chacun peut vaquer à ses affaires. Tout de suite, et même certains ont dit le M5-RFP est mort de sa belle mort. D'autres qui disent, bon, nous n'avons plus rien en commun, chacun se disperse. L'objectif, c'était de faire partie. Eux qui n'ont pas réussi à faire l'unité, même après la réussite de leur mouvement, on va imputer à la transition le devoir de rassembler. De quel rassemblement parle-t-il? À travers ce que moi je perçois, ils veulent un rassemblement à la ATT. C'est-à-dire? À un moment donné, ATT a réuni tous les grands ténors et les a mis dans le même gouvernement. Et il y a eu une accalmie, il y a eu un calme. Chacun était à la manœuvre, chacun était à la tâche. Et d'ailleurs, j'en profite, c'est ce qui leur permettait de dire qu'ils ont géré avec des militaires. C'est faux. ATT n'était pas un militaire quand il est venu briguer la magistrature suprême. Oui. C'était pas vrai. Et donc, c'était un civil. Il s'est présenté en tant que civil. Il était général d'armée, mais en détachement ou à la retraite, mais il n'était plus... Il avait pris sa retraite anticipée. Donc, ça, c'est des choses à corriger. Et si vous regardez la définition même des partis politiques, c'est mettre ensemble des gens qui mettent ensemble leurs moyens pour conquérir et exercer le pouvoir. Oui, c'est ça. Ça veut dire que d'emblée, il y a une concurrence entre tous ceux qui s'investissent dans ce domaine. Aujourd'hui, on voudrait que la transition puisse réunir tout le monde. Mais la transition ne peut pas faire ce que vous n'avez jamais su faire vous-même. Des gens qui ne peuvent pas
se réunir d'eux-mêmes, qui ne peuvent pas rester constants, demandent à d'autres de faire cette tâche. Cette tâche à leur place. Donc une mission impossible pour les autres. C'est pourquoi j'ai dit que c'était un rassemblement à la ATT. C'est-à-dire, appelez-nous tous autour de la table du gouvernement, nous participons tous. En ce moment, nous sommes d'accord. Mais ça a un inconvénient. Oui. C'est que si on n'a pas fait le compte de ce qui est à reprocher aux partis politiques, sans avoir fait ce compte, on les rappelle au gouvernement. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens là-dedans, j'ai toujours dit, qui sont sérieux. Mais il y a des gens qui ont commis peut-être des infractions dans leur gestion. Et est-ce une manière de dire, bon, on met tous les problèmes sous la table, on conserve, c'est l'impunité qu'il faut concevoir, et en ce moment, nous serons avec vous. Je l'ai dit ici sur le plateau, moi, si je suis un parti politique, la seule chose qu'on pouvait faire en tant que parti politique, c'est de rapprocher, au vu de tout ce qu'il y a, le caractère multidimensionnel de notre crise, les problèmes que nous avons avec l'extérieur, les problèmes que nous avons avec les djihadistes et les terroristes, c'était le moment de dire aux éléments de cette transition, nous sommes avec vous. Dites-nous ce que nous devons faire pour vous aider. Ça s'arrête là. Mais en les prévenant, chaque fois que vous nous demandez de faire quelque chose, nous jugerons et nous vous ferons part de notre point de vue. Si vous acceptez notre point de vue, c'est tant mieux. Si vous ne l'acceptez pas, on va faire ce que vous avez demandé, mais là, nous ne répondrons pas des résultats. Et c'était ça, pour moi, quelqu'un qui veut réellement aider son pays. Donc, si vous avez vu ATT, il a eu 3 premiers ministres. C'était des technocrates. Aga Amani, qui ne faisait pas partie anciennement, il avait fait partie de l'UDPM, mais quand on le choisissait, il n'était plus dans un parti politique. Ensuite, il y avait Modibo Sidibé, qui ne faisait pas partie d'un parti politique officiellement connu. Ensuite, il y avait la dame, Mariam Kaïdama Sissi, Madame Sidibé, donc, qui était là au titre pour remonter, pour faire un clin d'œil, pour amener une femme dans la gestion. À part ça, il n'avait pas pris des gens de partis politiques. Mais comme vous composez un tel gouvernement, quel est le Premier ministre? C'est le chef du gouvernement. Quel peut être son ascendant sur des ministres qu'il n'aura pas choisis, qui ne doivent leur place que parce qu'à leur poids politique? C'est difficile à réussir. Ouais. Et on veut amener tout ça dans une autre transition. On va faire du surplace, on va prendre les mêmes et on va recommencer la même chose. Il ne faut pas espérer un autre résultat si on procède de cette façon. Donc, je l'affirme, je le réaffirme, le Mali est en transition. Et qui dit transition dit régime d'exception. Il ne faut pas l'oublier. Et qui dit régime d'exception dit les moyens d'exception à mettre en œuvre. Voilà ce que je voulais dire pour déconstruire un peu certains narratifs. Merci beaucoup, doyen. Nous restons d'ailleurs avec vous parce que le thème du jour, ça porte sur la réception, le fait que les pays de l'Est ont accepté de recevoir la commission de la CEDEAO pour peut-être des discussions préliminaires. Nous, notre première question, pour ceux qui sont en train de nous suivre, c'est de découvrir un peu les délégations. C'est-à-dire, quelle est la délégation de la CEDEAO et puis quelle est la mission de l'Est qui a reçu cette délégation de la CEDEAO. Si vous pouvez nous présenter un peu les deux délégations. Avant d'en arriver à présenter les deux délégations, est-ce que tu peux me permettre de déblayer les choses et d'apporter un certain nombre d'éclairages par rapport à tout ce qui s'est passé dans le temps. Quand on a voulu se retirer de la CEDEAO, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Le Mali ne peut pas se couper de tous ses voisins, quitter la CEDEAO pour quoi faire? Nous sommes d'un pays pauvre non viable sans la CEDEAO. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? On a enterré le Mali comme si on n'avait aucun droit, on doit se plier à tout ce qui doit se faire. Aujourd'hui, si vous vous rappelez, quand on quittait la CEDEAO, le ministre des Affaires étrangères du Mali,
parlant au nom de tous les pays de l'AES, avait dit nous quittons la CEDEAO, mais nous invitons les autres pays qui restent dans la CEDEAO à continuer avec nous tous les acquis de la CEDEAO, c'est-à-dire le volet commerce, le volet investissement, le volet établissement dans les pays de la sous-région, le volet libre circulation des biens et des personnes. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu quand on a dit ça? Ils quittent la CEDEAO, ils veulent bénéficier des intérêts de la CEDEAO. Aujourd'hui, je suis à l'aise. Ce n'est pas du triomphalisme. On en revient à ce que c'est la CEDEAO, l'AES qui a imprimé le tempo. Et aujourd'hui, je suis à l'aise. La CEDEAO, l'AES a réussi à s'imposer au forceps. Parce qu'aujourd'hui, il y a des conséquences pour qu'ils soient venus ici chez nous. Pour qu'ils soient venus rencontrer la CEDEAO, l'AES, et non le Mali, ou le Burkina, ou le Niger. Ça veut dire que le concept AES serait imposé à l'AES. Sinon, dans les normes, au lieu de venir négocier bloc to bloc, en négociant bloc to bloc, ils reconnaissent l'AES. Oui, effectivement. Mais ce qui aurait été bénéfique pour eux, c'était de négocier avec chacun des pays de l'AES séparément pris. Ils n'y sont pas arrivés. Nous allons en parler. Bon, mais en plus, on découvre aujourd'hui subitement que l'AES c'est pas les pauvres diables qu'on avait dit. Que l'AES était important dans la CEDEAO. Et que incontournable même dans la CEDEAO. Au point de revenir pour dire, nous allons négocier avec vous. On va former une équipe. Moi, j'aurais voulu même que l'AES refuse et dise, nous ne négocions pas avec la CEDEAO, mais nous allons négocier avec chacun des pays de la CEDEAO individuellement pris. Parce que là, on serait plus fort. Mais on ne peut pas tout obtenir. Mais à l'échelle, si on doit tirer une leçon, on le verra, c'est aujourd'hui. La balance penche en faveur de l'AES. L'AES est sur une pente ascendante et la CEDEAO est sur une pente descendante. Si elle ne fait pas attention, je l'ai dit l'autre jour, c'est sa partition, sa désagrégation qui sera entamée, qui se poursuivra. On aura l'occasion d'en parler. Oui, maintenant, pour la question à laquelle que vous m'aviez posée, en fait, il s'agit simplement là d'une session inaugurale, d'une série de réunions de négociation. C'était juste la session inaugurale. Donc la composition n'est pas très importante. Mais ce qui est important, c'est qu'à partir de cette session inaugurale, il va y avoir des réunions sectorielles dans tous les domaines qui seront concernés. Et les experts vont se réunir dans chacun de ces domaines et vont entamer des négociations pour proposer à leur mandant des solutions. Et les partis, l'AES et les choses finiront par trouver et vont négocier pour savoir qu'est-ce qu'il faut laisser, qu'est-ce qu'il faut prendre. Ok. Voilà. Merci Idrissa. Délégation de la CEDEAO, les deux délégations, votre mot? Je pense que comme dit en Bambara Koni, Michigana et Watiminke Snorola. Voilà, je pense que la CEDEAO devrait commencer par ça, par la négociation. Par l'entente, au lieu de commencer par des menaces, des injonctions, des insultes, tout et tout quoi. Aujourd'hui, déjà, la composition des délégations, côté AES, c'était les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina et du Niger. Et côté CEDEAO, c'était le président de la commission, si je ne me trompe pas, c'est Dr Aliou Touré. Oui. Voilà, donc déjà, le format, je pense que ça doit être la première fois que la CEDEAO et l'AES s'assoivent comme deux entités face à face et discuter des conditions, discuter de ce qui va venir après, ainsi de suite. Donc je pense que la CEDEAO déjà est revenue sur sa position parce que les communiqués précédents, c'était toujours... la CEDEAO a envoyé un courrier au Mali, un courrier au Burkina, ou bien un courrier au Niger, oui. Ou bien si le Mali veut sortir, ou bien le Mali a 6 mois. C'était jamais l'AES. Pour la première fois, la CEDEAO
a reconnu l'AES et est venu sur la table pour discuter avec l'AES. Cela va permettre déjà à l'AES d'harmoniser les conditions, d'harmoniser les propositions et de faire une négociation qui permettra à la population de ne pas subir un peu les méfaits ou autres de la rupture. Et du côté également de la CEDEAO, je pense que ce qui a pesé, c'est le fait que deux grands, ou je dirais même trois grands de la CEDEAO, qui ont compris que le bras de fer ne les arrange pas, à savoir le Ghana, le Sénégal et la Guinée. Avec Alassane, c'était je vais envoyer des militaires, je vais faire ça. Avec également Bola Tinubu, c'était un peu pareil, on va faire ceci, on va faire ça. Mais avec le Sénégal, surtout lors du dernier voyage de Sonko au Burkina, après l'interview qu'il a donnée, on a tous vu que la position, c'était pas d'aller en confrontation. Et il a même dit qu'il regrette tout ce qui s'est passé. S'il était au pouvoir, ça allait être autrement. Également, le voyage que le président ghanéen John Dramani Mahama a effectué dans les pays de l'AES, à travers ça également, on a su que lui également, sa position, ce n'était pas d'aller à une confrontation avec les pays de l'AES, et surtout ce n'était même pas pour lui le lieu de refuser de reconnaître l'AES comme une entité et autres là, même si pour tous ces présidents-là, la rupture n'est pas pour le moment définitive, parce qu'ils ont dit que peut-être dans le temps, dans les années à venir, ou même dans les décennies à venir, on peut s'y retrouver encore. Mais pour l'instant, l'essentiel est de reconnaître la réalité, d'accepter la réalité et de voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc, je pense que si la CEDEAO avait commencé comme ça, ça allait nous éviter beaucoup de choses. Et même aujourd'hui, on allait passer à autre chose qui ne sont pas des négociations. Donc, je pense que pour l'instant, le format a été imposé déjà par l'AES, parce que l'AES n'a pas voulu aller en négociation en rang dispersé, parce que d'ailleurs, c'est ce qui allait affaiblir un peu les pays de l'AES. L'AES a voulu aller en rang serré. Si vous voulez nous parler, vous allez parler à l'AES et non au Burkina et non au Niger et non au Mali. Et la CEDEAO a fini par accepter ça, et la première rencontre, qui est une rencontre préliminaire, s'est tenue à Bamako, parce que c'est le Mali qui préside en ce moment l'AES. Et selon ce qui est sorti de ces rencontres à travers les interviews, vous avez vu que les choses se sont passées dans un climat amical. Et après, tout le monde était d'accord qu'actuellement, ça ne sert plus à rien de nous menacer, de nous jeter quoi que ce soit. Il faut qu'on pense maintenant aux populations, c'est-à-dire les ressortissants de l'AES, les ressortissants de la CEDEAO, leur sort, comment est-ce qu'on va gérer ça. Voilà, donc je pense que pour l'instant, si les choses évoluent comme ça sera bien, même si on sait que il y en a qui sont là, ils vont essayer de torpiller, ils vont essayer de saboter, parce que après la visite de Sonko au Burkina, vous avez vu les opposants sénégalais ont commencé à parler, à essayer de saboter tout et tout. Parce qu'il y a toujours ces gens-là qui pensent que le monde doit toujours être dirigé comme le veut l'impérialisme. Donc, tant que tu n'es pas sur ce chemin-là, tant que tu n'es pas dans cette démarche-là, pour eux, tu dois être combattu. Oui. Donc, eux vont toujours continuer à essayer de saboter. Et il y a également des présidents qui vont toujours essayer de saboter, comme pour dire que, bon, nous avons dit que ces gens-là, ils ne veulent pas la paix. Tout ce qu'ils cherchent, c'est faire des propagandes, c'est faire, utiliser des prétextes. Eux aussi, ils vont essayer de saboter. Mais je pense qu'à l'intérieur de la CEDEAO, ceux qui sont là, qui ont compris que leurs intérêts ne va pas avec la confrontation avec l'AES, eux également vont essayer de peser de leur poids pour que cette entente-là puisse continuer. Idrissa, je reste toujours avec toi, parce que au vu de ce que tu as avancé, surtout cette fissure que nous avons pressentie au niveau de la CEDEAO, on a déjà vu le président du Ghana, sa position est connue, même Faure Gnassingbé de Togo, on peut tout dire. Sa position, c'est aussi connu. Il y a différentes positions au sein de la CEDEAO. Et le Sénégal a une position tout à fait particulière. Est-ce au vu de cette CEDEAO, la même CEDEAO qui avait déclaré même la guerre au pays de l'AES, il faudrait le dire,
faut-il discuter avec cette CEDEAO? Je pense que la discussion est obligatoire. Déjà, naturellement, nous partageons une zone géographique commune. Deuxièmement, il y a des ressortissants de l'AES qui se trouvent dans les pays de la CEDEAO et également vice-versa. Donc, c'est discuter autour du sort de ces ressortissants. Comment est-ce que un Sénégalais qui est au Mali, quels seraient ses droits, voilà, quelles règles il doit respecter. Un Malien qui se retrouve également au Ghana, il doit faire comment. Donc pour les intérêts des populations. Voilà, pour les intérêts des populations. Donc la discussion, elle est obligatoire parce que la CEDEAO était bâtie autour de quelques conditions de résidence, de circulation et autres là. Donc, la réalité, c'est quoi? Les Maliens ne vont pas arrêter d'aller au Sénégal. Les Sénégalais ne vont pas cesser de venir au Niger. Les Ghanéens ne vont pas cesser de venir au Burkina, vice-versa. Donc, comment est-ce que que ce soit la libre circulation ou pas, comment est-ce que la circulation va se faire? Déjà, la circulation des personnes et de leurs biens et également la résidence des ressortissants de l'AES dans la CEDEAO et la résidence également des ressortissants de la CEDEAO dans l'espace AES. Donc, il s'agit de parler de ça, il s'agit de négocier autour de ça. Comment est-ce qu'on va éviter à cette population-là des deux côtés de souffrir. Donc la négociation est obligatoire quand on prend ce côté-là. Maintenant, comme vous l'avez dit, la CEDEAO qui nous a menacés, la CEDEAO qui a fait ceci, la CEDEAO qui a fait ça, la CEDEAO qui a fait cela, oui, ça c'est vrai, mais ça a conduit à une fissure même au sein même de la CEDEAO. Vous avez vu l'offensive de John Dramani Mahama qui a consisté à essayer de récupérer un peu le marché qui était détenu par la Côte d'Ivoire, par le Bénin et même par le Sénégal et la Guinée. Parce qu'aujourd'hui, l'AES est un marché, 71 millions d'habitants et surtout c'est une zone qui n'a pas accès à la mer. Donc les autres ont des ports et quand on a un port, il faut bien sûr des pays qui viennent utiliser ce port-là. Oui. Donc, à un moment donné, il y en a qui ont vu que c'est une opportunité. Au lieu de suivre à dos aveuglement, aller en confrontation et autres là, et ils ont pensé que c'est le moment de renforcer leur économie, c'est le moment également de trouver des marchés. Donc ça a amené une fissure au sein de la CEDEAO. Et surtout, il y a au sein de la CEDEAO, il y a également certaines personnes ou bien certaines personnalités qui ont une vision, je dirais, panafricaine, mais différente un peu de la nôtre, quoi. C'est comment mener ce combat-là, c'est ce qui nous diffère. Parce qu'il y a ceux qui pensent qu'on peut mener le combat panafricain, on peut mettre fin à l'impérialisme sans une rupture brutale entre les ex-colonies et l'ex-colonisateur. Et pour nous, ça ne peut pas marcher. Parce que ce qui a causé d'ailleurs la mort à plusieurs de nos dirigeants, quand ils ont voulu faire des choses de façon... entre parenthèses, de façon facile, sans confrontation, et par finir, ils se sont retrouvés piégés et ils se sont retrouvés assassinés ou chassés du pouvoir. La raison pour laquelle, pour nous, ce combat-là doit être fait de façon très claire, précise et de façon directe. Donc, il y a d'autres dans la CEDEAO qui pensent que, voilà, on peut faire ce combat-là sans... Donc, il y a cette différence-là entre nous, mais au fond, il y en a qui sont, des panafricains. Merci beaucoup, merci. Doyen, avec l'œil de l'expérimenté que vous êtes, parce qu'il faudra aussi éviter les pièges des discussions interminables, surtout connaissant le visage de cette CEDEAO. Pensez-vous que réellement on doit discuter avec cette CEDEAO? C'est incontournable, parce que est-ce que vous pensez qu'un pays de l'Afrique de l'Ouest peut migrer pour aller sur un autre continent? Non, pas possible. Bon, alors dans ce cas, ça veut dire que nous continuerons à vivre côte à côte, en voisin, en bon voisin ou en mauvais voisin. Mais c'est nécessaire, on va se parler. Rappelle-toi de tout ce qui a été dit autour des cartes de séjour. Nous avons des Maliens, ils vont payer des cartes de séjour, mais il y a des gens qui sont toujours là pour minimiser le potentiel des pays de l'AES, pour ne pas aller à l'affrontement. Ils ont eu peur, ils font d'ici leur peur. Si nous y allons, on va renvoyer nos ressortissants qui sont dans l'étranger, on va faire payer les cartes de séjour, oubliant que les autres aussi ont des ressortissants chez nous. Pas seulement au Mali, mais l'AES pris dans son ensemble, ça pèse quand même un peu.
Et donc, c'est la réciprocité prônée par les dirigeants de la transition. Si vous faites des cartes de séjour pour nos ressortissants, nous, on va faire la même chose. Ceux qui ne sont pas de l'AES et qui sont dans ces pays-là, comment ils font? Ils payent la carte de séjour. Mais alors, il faut simplement... Donc, aujourd'hui, la négociation était incontournable. Et je dis, c'est le triomphe de la diplomatie de l'AES. Depuis le départ, j'ai dit, ils ont imprimé le tempo. Dès lors qu'ils sont sortis, ils ont dit, bon, ceux qui veulent venir à nous, les avantages acquis dans la CEDEAO, on va essayer de faire. Nos ressortissants, on les admettra sans autre forme de procès, et à condition que ceux qui sont chez vous aussi, vous fassiez la même chose. On avait tracé déjà ça. Et quand la CEDEAO était dans ses élucubrations en disant on va leur faire ci, on va leur faire ça, ils sont venus jusqu'au bout de leur raisonnement. Ils voient maintenant qu'il n'y a pas autre chose à faire. Mais ce qu'on a dit, et sur quoi il faut insister, c'est que quand je dis la CEDEAO est sur une pente descendante, c'est la CEDEAO qui est en passe d'être détruite. Parce que nous nous sommes retirés, les 3 pays se sont retirés. C'est des pays consommateurs par excellence. Si tu vois la balance commerciale entre ces pays et les pays côtiers, ça penche nettement en faveur des pays côtiers. Donc, s'il y a un clash, ça va leur poser problème. Ou écouler leurs marchandises. Ou comment faire fructifier les recettes pour leur port. Il y a tant de choses. Comment vont-ils faire pour exploiter l'espace aérien pour aller en Europe? Tout ça, c'est des acquis, c'est des choses dont nous... Sans compter que surtout les pays côtiers, hormis les pays qui sont un peu loin de nous, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, la Sierra Leone, le Libéria, tous ces autres pays côtiers, à part la Côte d'Ivoire, n'ont qu'un pays de l'AES qui peut valoriser leur port. Le Bénin, c'est le Niger. Le Togo, c'est le Niger. Le Ghana, Niger, Burkina, le Togo. Niger, Burkina. Le Sénégal, c'est le Mali. La Guinée, c'est le Mali. Mais où est-ce qu'ils vont aller pour valoriser leur port? Avec des investissements qu'ils sont en train de faire en eau profonde, Baous, ils espèrent un retour sur investissement. Comment ils vont le faire? Donc chacun s'est mis. Aujourd'hui, comme je l'ai dit et comme il le dit aussi, ça s'impose plus à la CEDEAO qu'à nous. On n'avait qu'à attendre. On a attendu, ils sont venus. Et ils sont obligés, sinon la CEDEAO va continuer à se désintégrer. Vous avez des velléités de certains pays qui sont restés là-dedans, qui manifestent, dont les populations manifestent le désir de rejoindre la CEDEAO. Vous avez entendu le ministre togolais des Affaires étrangères disant que si on faisait un sondage au Togo, 70% des Togolais auraient voté pour l'intégration dans l'AES. Ce n'est pas rien. Les autres. Et surtout aujourd'hui, on est arrivé au bout d'un processus. Les présidents qui ont poussé à la roue pour les sanctions et tout ce qui ensuite, ils voient que la roue tourne. Ils ont eu le pouvoir, ils ont eu l'argent, ils ont eu la longévité, mais ce qui reste, c'est de sauver leur place dans l'histoire. Aujourd'hui, ils sont indexés contre ceux qui vont faire éclater la CEDEAO. Et tout ça, il faut sauver ça. Donc, quand je dis que la négociation, oui, la proximité des territoires fait que nous aurons toujours des relations. Et on l'avait compris avant les gens de la CEDEAO. C'est pourquoi il y avait eu l'offre du ministre Abdoulaye Diop en disant on va accepter, notre pays est ouvert à tous les ressortissants de la CEDEAO, ils peuvent venir chez nous, tout roule comme auparavant. Mais on en a fait un moyen pour saboter le Mali. Aujourd'hui, on en est là. Mais doyen, toujours pour aborder dans le même sens, vous avez, même Driss est revenu là-dessus, que la question concernant la gestion de nos populations de part et d'autre, l'intégration des populations, ça n'a pas été remis en cause. Par le Mali, vous l'avez si bien dit, les pays de l'Est, on dit qu'il n'y avait pas de problème pour des ressortissants des pays de la CEDEAO dans l'espace AES. Donc je pense que c'est vice-versa. Épongez cette question. De quoi allons-nous discuter? Ou bien vous pensez qu'il faudrait discuter
toujours de la sortie. Normalement, la sortie des pays de l'aide de la CEDEAO, c'est automatique à compter d'une année. Dès que vous faites la demande, une année après, vous êtes sorti automatiquement de la CEDEAO. Mais c'est à quoi nous assistons. Moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que c'est toujours des discussions de sortie ou c'est des discussions qui doivent porter sur l'avenir des déblocs en Afrique de l'Ouest? Si vous avez suivi les différents discours du docteur Aliou Touré et du ministre Abdoulaye Diop, il y a deux grands sujets. Ok, lesquels? Le premier sujet, c'est la redéfinition des relations diplomatiques sur des principes d'intérêt commun. On était dans une organisation, quand il y a des programmes, il y a des accords, il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Quand vous quittez cette organisation, il est normal qu'on fasse le point pour savoir ce qui peut être conservé, ce qu'il faut, une déstabilisation. On déstabilise les choses, on remet les choses à l'endroit et peut-être qu'on reprend une nouvelle coopération. Donc il s'agit là, cela portera sur les programmes en cours, soit pour les réexaminer, soit pour y mettre un terme. Ça, c'est le premier volet des discussions. En sortant, de quoi devons-nous discuter pour faciliter cette sortie, pour arranger cette sortie. Mais par ailleurs, je vous dis, nous sommes sortis depuis janvier 2024. Si vous avez suivi... janvier 2025. Non, janvier 2024. Je le dis bien. Parce que la CEDEAO ne peut pas se prévoir de sa propre turpitude. Elle s'est mal comportée et violé ses propres règles avec les pays de l'AOS et venir demander aux pays de l'AOS d'observer un délai d'1 an. Nous, on était sortis, le ministre Abdoulaye Diop l'a toujours dit. Nous sommes sortis depuis le 24 janvier 2024. Depuis janvier 2024. Oui, puisque dans les textes de la CEDEAO, il est dit dès que vous annoncez votre sortie, ça prend effet à compter d'une année. Mais nous, on ne tenait plus compte de ça parce qu'eux-mêmes, ils ont violé leur propre texte. Comment ils peuvent violer leur propre texte et nous demander à nous de respecter ces textes-là? Ok, mais si on est sorti, de quoi discutons-nous? On est sorti, c'est justement, on les attendait, les modalités de sortie, c'est-à-dire les rapports qu'il y a entre nous, comment gérer tout ça, comment gérer notre sortie. Ben, ils disent qu'ils vont prendre un an. Nous, ils peuvent prendre le temps qu'ils veulent. Mais pour l'AES, on était déjà sortis. Ça, il faut l'acter. Maintenant, il y avait un second point dont ils vont discuter, qui ressort du discours du docteur Touré. Envisager ensemble un avenir dans le même espace de l'Afrique de l'Ouest. Dégager les modalités futures de nos relations. C'est le deuxième volet. Et les deux volets ont des contenus. J'espère qu'on va y arriver, mais en gros, c'est ça. Comme on sort, quelles sont les modalités de notre retrait? Et même si nous sortons, au cas où on sortira, quelles seront nos futures relations? Voilà les deux points. Mais j'attire votre attention sur deux choses qui ont été dites et qui sont extrêmement importantes. Aussi bien Abdoulaye Diop que Aliou Touré ont dit nous discutons entre nous, Africains, pour trouver des solutions africaines sans ingérence, disait Abdoulaye, sans intervention étrangère, disait Aliou Touré. Ça veut dire, ceux qui se cachent derrière ça, ce qu'on a toujours reproché à la CEDEAO, c'est d'être téléguidé par des puissances étrangères. Et pour dire, ce n'est pas autour de cette table-là. Ça, c'était très important à remarquer dans leur discours. Et donc, ce sont ces deux volets-là. Mais j'espère que si on va dans les choses, ces volets, on pourrait les décliner de façon sectorielle. Ok. Idrissa, je reviens vers vous. Je pense que vous avez bien compris mon inquiétude. Parce que si réellement on était déjà sorti de la CEDEAO, mais comment encore discuter de notre sortie de la CEDEAO? C'est là que ça passe pas beaucoup. Non, déjà, il faut définir ou redéfinir les cadres juridiques, quoi. Est-ce que vous comprenez? Même si on est sorti de la CEDEAO, parce que la CEDEAO, c'est des textes. La libre circulation des personnes et des biens des autres là sont encadrés par des textes. Oui. Donc, si on sort de la CEDEAO, il faut redéfinir ces cadres juridiques-là.
comment est-ce que les populations vont circuler, que ce soit librement ou autre, ou avec des conditions, qu'il y ait un cadre juridique qui réglemente ça. Je pense qu'il s'agit beaucoup plus de ça que d'autres choses, quoi. Ensuite, vous savez, le monde est divisé en zones. Il y a la zone Europe, zone Amérique, zone Afrique. Et la zone Afrique, il y a l'Union africaine. Et dans l'Union africaine, les zones sont également partagées. La zone ouest africaine est... À la tête de ça, il y a la CEDEAO. Maintenant, la CEDEAO ne peut pas, elle seule, représenter aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest. Parce que l'AES n'est plus dans, les pays de l'AES ne sont plus dans la CEDEAO. Donc cette représentativité également doit être discutée. Si on arrive à s'entendre, ok. Si on n'arrive pas à s'entendre également, ça va être discuté à un autre niveau, quoi. Donc moi je pense que la discussion c'est autour comment dire, des cadres juridiques que d'autres choses, quoi. Donc ça c'est sur les relations futures. Voilà, déjà les relations futures entre les deux institutions, c'est-à-dire entre les deux organisations, entre la CEDEAO et l'AES. Ensuite, comment dire, la relation, que ce soit les partenaires ou bien les programmes qui existent déjà, comment terminer ces programmes ou comment reprendre ces programmes. Parce qu'il y a des programmes qui sont là au nom de la CEDEAO, hein, que les pays de l'AES avaient bénéficié ou même qui continuent de bénéficier. Comment gérer ces programmes-là? Parce que souvent, c'est des programmes des Nations Unies qui viennent à travers la CEDEAO, mais qui bénéficient au pays. Donc maintenant, comme nous ne sommes plus dans la CEDEAO, quand ces programmes vont venir là, comment est-ce qu'on va bénéficier de ces programmes-là? Si on arrive à s'entendre avec la CEDEAO, tant mieux. Si on n'arrive pas également à s'entendre, on va aller à un autre niveau. Donc ça, c'est déjà les relations CEDEAO-AES. Ensuite, les relations également au niveau de la population. Comme je l'ai dit, un Malien ou bien quel pays là, un Sierra Leonien qui veut venir dans l'espace AES, qu'il y ait des règles bien déterminées qui régissent ça, qui définissent les conditions de sa circulation dans la zone et autres ça. Donc, on ne peut pas juste dire que bon, on est sorti. Maintenant, quand les ressortissants de la CEDEAO vont venir ici, ou bien quand les ressortissants de l'AES vont aller dans la CEDEAO, ils doivent respecter ils doivent se comporter à l'égard de quel cadre juridique. Donc moi je pense qu'il s'agit de définir ça et surtout il s'agit aussi d'amener un climat apaisé, hein, parce que comme je l'ai dit, le Mali ne va pas déménager, la Côte d'Ivoire ne va pas déménager. Maintenant, dans chaque chose, il faut essayer d'abord de s'entendre. Maintenant, à défaut de l'entente, à défaut de ça, on sera obligé d'entreprendre autre chose, quoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de défis que l'Afrique doit relever. Maintenant, ces défis-là, on ne peut pas les relever tant qu'on n'est pas ensemble. On l'a tout le temps dit. Il n'y a aucun problème entre les peuples. Aucun problème entre les peuples. Le problème se trouve au niveau des régimes et des politiques de ces régimes-là. Peut-être demain, les choses peuvent changer quelque part, comme ça a changé même dans l'espace AES. Peut-être demain, les choses peuvent changer quelque part. Donc, les règles qui vont être définies aujourd'hui vont être définies pour l'avenir, pour l'histoire également. Donc, le jour où il y aura de l'entente, on a déjà un cadre juridique qui est là. Quand il n'y aura pas d'entente également, il y a un cadre juridique qui est là pour définir les choses. Je voudrais compléter, oui, pour être très bref. Le retrait était effectif depuis janvier 2024. Maintenant, le reste, c'est comment résoudre les problèmes que pose ce retrait. Voilà ce que je peux dire pour être plus explicite. D'accord. Donc, nous restons toujours avec vous. Mehmet il a déjà ébauché peut-être. Et pour lui, semble-t-il, les questions à discuter, c'est peut-être redéfinir le cadre juridique entre les deux blocs, voir comment cadrer, comment gérer l'intégration des populations et certaines autres questions. Mais selon vous, vous avez, à l'entendre, vous avez parlé des discussions sectorielles qui vont suivre. C'est cette étape préliminaire qui vient d'avoir lieu. Ces discussions sectorielles, selon vous, les discussions
quels peuvent être les secteurs concernés. C'est vrai, dans les communiqués, on a vu culture, on a vu quelque chose comme ça. On a tout ça à discuter. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi éviter le fait de s'éterniser dans les discussions de 2, 3, 4, 5 ans? Est-ce que c'est en faveur des pays de l'AES? Non, je crois qu'il faut comprendre les choses. Cette discussion, cette préparation n'a pas commencé aujourd'hui. Si vous voyez, l'AES a entrepris de rassembler ses experts dans tous les domaines. Oui. Les militaires, les chefs d'état-major se sont régulièrement concertés, pas seulement pour comment tenir la guerre, pour harmoniser leur activité, mais aussi pour se projeter dans une éventuelle collaboration avec un autre pays ou une autre entité. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Prenez l'exemple de la douane. La douane, depuis belle lurette, ça fait au moins 2 ou 3 ans que la douane est en train de discuter avec... Le directeur général des douanes discute avec les autres. D'abord pour harmoniser leurs textes, mais aussi pour préparer une éventuelle discussion avec la CEDEAO. Parce qu'en sortant de la CEDEAO, les règles de coopération douanière seront remises en cause. D'accord. Nous harmonisons nos propres règles déjà et nous allons préparer et faire des propositions aux autorités de la transition des pays pour qu'on puisse prévoir déjà ce sur quoi on va négocier et comment il faut faire. La dernière rencontre pour la douane, c'était le 15 et 16 mai, qui a réuni les 3 directeurs généraux des 3 pays. Et c'était toujours dans cette optique d'harmoniser et de mettre en place une législation commune qui peut permettre de gérer cet aspect des activités économiques de notre pays, mais aussi de préparer. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis que c'est une réunion inaugurale. Maintenant, ce qui va se faire, c'est que chacun a déjà fourbi ses armes. C'est une expression, mais ce qui va se passer, c'est que c'est les experts qui vont se réunir dans chacun des domaines. Ils viennent avec des choses déjà préparées. Et ils vont faire des échanges. Et ces échanges, s'ils s'entendent, ils vont adopter une attitude commune. Chacun va proposer à ses mandants pour dire voilà ce sur quoi le Mali a joué, voilà ce qu'on a cédé, voilà ce qu'on ne peut pas céder. Donc ça a commencé déjà depuis plus d'1 an, ok, je crois. Merci beaucoup. En cas d'échec, doyen, de ces discussions, parce que les négociations restent les négociations. Les discussions sont des discussions. En cas d'échec, si on n'a pas de compromis, à quoi peut-on s'attendre? C'est possible, mais j'y crois pas trop. Ah ben, nous sommes des analystes ici. Oui. Nous mettons tous les scénarios possibles sur la table. Je vous dis, je prends la position de la CEDEAO. La CEDEAO est en perte de vitesse. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est sauver le peu qui reste de la CEDEAO. Parce que beaucoup de pays, la vérité, c'est l'économie. Beaucoup de pays ont compris une chose. Ce n'est pas au nom de la logique de groupe qu'ils vont abandonner leurs intérêts. Le Sénégal, on l'a déjà dit, 70% des produits manufacturés du Sénégal sont vendus au Mali. S'ils continuent sur cette lignée-là, c'est des industries sénégalaises qui seront obligées de mettre au chômage leurs ressortissants. La quasi-totale, une bonne partie de nos marchandises passe par le port du Sénégal. Si le Sénégal continue à s'allier à la CEDEAO dans cette optique de nous faire du mal ou de tout refuser, le Sénégal va perdre ça. Il en est de même, idem pour la Côte d'Ivoire, où on dit qu'il y a pratiquement 909 milliards d'intérêts qu'ils ont envers le Mali. Le ministre du Commerce ou quelque chose comme ça de la Côte d'Ivoire est sorti pour le dire. Ça, c'est la réalité de l'économie qui va tout commander. Si jamais la CEDEAO s'entête, ces pays-là vont aller négocier individuellement avec l'AES. Chacun va négocier pour tirer son épingle du jeu. Et c'est la CEDEAO qui va se retrouver gros gens comme par devant. Donc, pour ne pas être confronté, accentuer la division en son sein, maintenant, il faut sauver le minimum. Et c'est à cela, cette opération.
Bon, ça va être difficile dans certains cas. Mais je vous dis, nous sommes sortis de la CEDEAO. Mais quelque part, c'est les mêmes règles qui étaient encore dans la CEDEAO qui s'est transformée. C'est l'UEMOA conserve les mêmes règles d'échange. Donc, c'est ce qui peut encadrer nos relations avec des pays qui sont dans l'UEMOA, qui sont encore là. Les échanges, les ressortissants, les investissements dans les pays, tout ça, c'est des règles qui sont déjà dans l'UEMOA. Et il n'y a que les pays qui se sont ajoutés, quand on a élargi à la CEDEAO, les pays comme le Nigeria, le Ghana et autres, bon, eux, ils ne sont pas dans ça. Mais sinon, entre les pays comme le Mali, la Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tous ces pays qui étaient dans la CEDEAO et qui sont dans l'UEMOA, ont aussi des bases sur lesquelles ils peuvent continuer à travailler, à coopérer. Ok. Idrissa, si vous avez des éléments de réponse à cas d'échec, si on ne trouve pas intérêt d'entente? Je dirais plutôt en cas de blocage. Parce que les négociations vont aboutir soit collectivement ou individuellement. Ou individuellement, quel qu'en soit. Ça va aboutir soit avec la CEDEAO ou avec les pays de la CEDEAO. Parce que je vois très mal certains pays de la CEDEAO se détourner du Mali ou bien du Burkina ou bien du Niger au nom d'une quelconque mésentente avec l'AES. Ça va créer beaucoup de frustration dans ces pays-là et ça risque fort même de créer des soulèvements dans ces pays-là. Ce qui va conduire à d'autres choses qui n'est ni la CEDEAO ou ni l'AES, quoi. Déjà, je pense que l'AES a déjà redéfini, a déjà redistribué les cartes. Maintenant, s'il y a blocage ou s'il y a refus, ça ne peut venir que du côté CEDEAO. Parce que l'AES a déjà dit que, bon, pour nous, déjà la libre circulation est garantie avec l'AES. Les ressortissants de la CEDEAO peuvent venir et partir, il n'y a pas de souci pour nous. Oui. Donc, s'il y a blocage, ça va être de l'autre côté. Il y a plusieurs autres conditions qui ont déjà été avancées par l'AES. S'il y a blocage ou autre chose, c'est peut-être ça sera côté CEDEAO. Mais je ne pense pas qu'on va arriver jusqu'à ce niveau vu aux nombreuses démarches et aux nombreux discours qui ont été tenus par-ci et par-là. Maintenant, ce qui peut faire mal à la population, c'est l'enlisement dans les négociations, puisqu'il y aura un vide juridique concernant la libre circulation des personnes et des biens. Donc, les populations vont se retrouver dans des situations inconfortables qui, on le sait déjà, dans les pays de la CEDEAO, vous connaissez déjà le niveau de corruption, le niveau d'extorsion et autres là. Les populations vont se retrouver dans des zones où ils seront à la merci, que ce soit à la merci des agents qui sont dans les postes. Voilà, ça va être beaucoup de frustration. Et ça va créer également d'autres choses. Donc, je pense que nous avons tous intérêt à ce que les négociations aboutissent et rapidement aussi pour qu'il n'y ait pas ce vide juridique-là. Mais en cas de blocage, je suis sûr que le Nigeria ne va pas suivre la CEDEAO, le Ghana ne va pas suivre la CEDEAO dans ces trucs-là, le Sénégal également ne va pas suivre la CEDEAO dans ces trucs-là. Donc, ce qui est même bien pour la CEDEAO, c'est l'aboutissement des négociations dans le cadre collectif. Et à défaut de ça, je suis sûr que les pays sont prêts à négocier individuellement. Déjà, si nous revenons un peu sur l'interview de Songo, il a dit, si collectivement nous arrivons à faire les choses, ok. Dans les cas contraires, je ne vais pas rester dans une organisation pour le panafricanisme ou autre là et à l'encontre des intérêts du Sénégal. Donc ça veut dire qu'il ne va pas accepter de rester ou bien de s'enliser dans une négociation sans fait et voir sa population survivre et surtout voir son économie chuter. De l'autre côté également, que ce soit Ghana, Togo et autres là. Et même si les négociations s'enlisent, ne soyez pas surpris de voir des manifestations dans certains pays de la CEDEAO pour dire non, nous ne sommes pas dans ça, ou même des manifestations dans certains pays de la CEDEAO pour rejoindre l'AES. Oui, toujours sur cette question, vous avez parlé des manifestations et autres. Des deux blocs, la pression de quel côté?
qui subit la pression. C'est la CEDEAO qui est sous pression. Pourquoi? Parce que, je te dis, si on n'arrive pas à conclure des choses, c'est la CEDEAO, c'est l'accentuation de la désintégration de la CEDEAO. Nous sommes sur l'AES est sur une pente ascendante. Alors, si tel est le cas, est-ce que l'AES n'a pas intérêt à traîner les pas dans les discussions? Non, pas forcément. On ne cherche pas à tirer... Pour quel intérêt? Non. On ne veut pas faire éclater la CEDEAO. Mais pourquoi, doyen? Non. La CEDEAO s'occupera elle-même de se dissoudre elle-même. On n'a pas à se préoccuper de ça. L'AES est créé en rejet de la CEDEAO. Bon, pour sortir de là, un rejet de certains comportements de la CEDEAO. Mais ça. pour le reste, s'ils veulent continuer à négocier, c'est justement ça. Ce qui nous concerne, nous allons à des négociations pour obtenir les règles les plus favorables pour nos 3 pays. Le reste, c'est pour eux. Ça ne nous intéresse pas. Il y a un autre effet induit dont on n'a pas parlé. Le fait que la CEDEAO vienne s'asseoir pour discuter avec l'AES en tant que tel, c'est un coup vous connaissez le principe de la subsidiarité. La reconnaissance par la CEDEAO de l'AES induit automatiquement la reconnaissance par l'Union africaine de la CEDEAO. Tout ça, c'est des choses qui ressortent c'est notre diplomatie qui a vraiment gagné dans cette affaire. Mais on n'a pas intérêt spécialement à faire traîner les choses. Donc, je crois que, pourtant, contrairement à ce que j'ai dit, il y a certaines règles qui sont déjà là, qui permettent la libre circulation et l'établissement au nom des règles de l'UEMOA, qui sont déjà là. Et la plupart, c'est avec nos anciens partenaires. Enfin, toujours les mêmes partenaires, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, il y a ces mêmes règles, indépendamment de ce que de la CEDEAO. Ça va continuer. Mais des pays comme le Ghana ou autres qui ne sont pas dans l'UEMOA, là, ça pose problème. Mais doyen, vous qui êtes très expérimenté, une CEDEAO, faut-il une CEDEAO forte ou affaiblie aux côtés de l'AES? Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est nous-mêmes. Une AES forte. Mais nous-mêmes, CEDEAO en face. Maintenant, la question, c'est de dire, est-ce qu'on a besoin d'une CEDEAO affaiblie ou bien d'une CEDEAO renforcée? Parce que si nous regardons un peu les différentes confrontations dans le monde, par exemple, l'Union européenne et la Russie aujourd'hui, chaque bloc veut avoir l'autre beaucoup plus affaibli pour certains enjeux géopolitiques, géostratégiques. Si on doit prendre en compte aussi le poids géopolitique de l'AES qui est un bloc naissant, est-ce que l'AES a intérêt à avoir une CEDEAO forte ou une CEDEAO affaiblie tout au... Non, je ne pense pas. On ne comprend pas ça en ces termes. Ce qui est important, c'est l'AES. Quel est son poids? Nous sommes en train de nous imposer sur le plan africain. Ça va nous conduire sur le plan international à nous imposer. Ce qui est essentiel, c'est que l'AES, sur le plan géographique, qui est dans l'Afrique de l'Ouest, ne puisse plus subir les pressions de la CEDEAO. Là, c'est ce que nous cherchons. Okay. Nous ne serons plus objet de pression de la part de la CEDEAO, surtout au nom de pays étrangers qui ont des intérêts divergents. Et donc, on échappe à ça. L'AES, la CEDEAO, si elle ne peut plus nous faire pression pour le compte de pays étrangers, c'est déjà quelque chose. C'est ce qui revient à ma question. Peut-être ça vient comme... Oui. Bon, moi, je vais être, comment dire là, je vais être un peu très dur. Oui. Moi, je n'espère pas voir cette CEDEAO instrumentaliser une CEDEAO comme ça forte à nos frontières. Oui. C'est pas bien pour nos intérêts, c'est même pas bien pour l'Afrique. Cette CEDEAO qui est financée par l'Union européenne, cette CEDEAO qui est téléguidée par Emmanuel Macron, cette CEDEAO qui menace de nous attaquer, cette CEDEAO qui héberge les terroristes et cette CEDEAO également qui est là pour servir d'exécutoire des programmes et des initiatives européennes. Cette CEDEAO-là doit être affaiblie. Est-ce que vous comprenez? Ça va dans l'intérêt des populations de la CEDEAO même et dans l'intérêt de l'Afrique en général. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et le premier intérêt même,
pour nous de quitter la CEDEAO. Ça, c'était quoi? Ça, c'était de ne pas subir des politiques et des injonctions ou même des programmes, comment dire, que ce soit l'Union européenne et autres. Là, on allait étendre la CEDEAO, ça leur donnait des droits de nous faire des choses, de nous dire des choses, ou même de nous attaquer au nom de quoi? Au nom de la bonne gouvernance ou bien au nom de quoi que ce soit. Et aujourd'hui, regardez ce qui se passe un peu dans le monde. Aujourd'hui, il y a l'Union européenne qui essaye de s'unir, de se renforcer contre les attaques de Donald Trump. Hein? Oui. Il y avait l'Union, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est l'Union arabe ou quoi là, qui, la Ligue arabe qui a fait tout dernièrement leur session pour essayer de se souder, de se renforcer. Vous voyez tout ce qui se passe dans le monde là aujourd'hui, avec tout ce changement, avec je ne sais pas comment expliquer ça, mais dites-moi qu'est-ce que la CEDEAO est en train de faire pour se positionner dans la géopolitique aujourd'hui, internationale aujourd'hui. Qu'est-ce que cette Union africaine-là aujourd'hui est en train de faire pour se repositionner ou pour défendre l'intérêt de l'Afrique? On ne voit pas. Dans ces 3 derniers mois-là, il y a eu des dizaines de sessions qui se sont tenues entre les pays de l'Union européenne, que ce soit au niveau des présidents, au niveau des ministres des Affaires étrangères, au niveau des ministres des armées. En Afrique, c'était quoi? Il n'y avait rien. Regarde aujourd'hui, avec ce qui se passe entre les États-Unis et la Russie, l'Union européenne essaie de se repositionner, de peser. Qu'est-ce que la CEDEAO est en train de faire pour peser ou qu'est-ce que l'Union africaine est en train de faire aujourd'hui pour peser? Rien à part soit s'aligner derrière l'Union européenne ou s'aligner derrière la France à chaque fois qu'il y a des conflits d'intérêts. Ils n'essaient jamais de se rassembler pour défendre l'Afrique ou essayer de faire en sorte que l'Afrique peut obtenir une place honorifique dans cette redéfinition de la carte mondiale. Donc, ces genres d'organisations-là, ils sont nuisibles même pour le développement ou pour le progrès de l'Afrique et de l'homme africain. Donc, si cette CEDEAO-là peut être changée ou combattue jusqu'à ce qu'elle change de forme et de fond, moi je pense que c'est ce qui est même bien pour l'Afrique aujourd'hui. Imaginez. Parlant même de monnaie, ça fait combien d'années que c'est bloqué? Et même leur fameuse force antiterroriste. Voilà, imaginez, ils ont une force d'attente, une force en attente d'environ de 5000 hommes. Le terrorisme est en train de prendre des ailes. Ces forces sont là en attente. Ils sont même plus en attente. Ces forces-là sont là en train de dormir pendant que les terroristes se promènent. Donc une organisation comme ça, si elle ne peut que servir les intérêts des autres, moi je pense que mieux vaut qu'elle disparaisse pour qu'elle laisse place rapidement. Imaginez si on s'était laissé emporter par des gens qui nous disaient que si vous sortez de la CEDEAO, ça va être ceci, ça va être... On allait faire quoi? On n'allait pas avoir aujourd'hui une force conjointe de l'AES, on n'allait pas pouvoir nous soutenir aujourd'hui. Et une chose est sûre également, tous ces pays de la CEDEAO auront besoin de nous, que ce soit dans les mois à venir ou bien dans les années à venir. Vous voyez, si vous prenez maintenant la région de Kaï, vous voyez que les terroristes se promènent là-bas. Beaucoup pensent que c'est pour Kaï. Non, mais c'est pour le Sénégal. Les attaques qu'il y a eu à Nara et autres là, quand les terroristes se promènent là-bas ou essaient de s'installer là-bas, ce n'est pas pour le Mali, c'est contre la Guinée. Donc, ces pays, ceux qui ont su que leurs intérêts, c'est de collaborer avec nous, bon gré, mal gré, et ils sont venus d'ailleurs, Sonko l'a dit l'autre jour au Burkina. Mais c'est la CEDEAO qui les empêche de faire ce travail-là. Parce que étant dans la CEDEAO, si c'est la CEDEAO en tant qu'organisation qui doit travailler avec l'AES, qui doit coopérer avec l'AES, ça ne va jamais aboutir. Imaginez les forces françaises que nous combattons et que nous avons combattues que nous avons chassées d'ici, les forces françaises qui encouragent, qui arment, qui entraînent les terroristes. Ces forces françaises-là se trouvent aujourd'hui au Bénin. Ils cherchent à s'installer au Nigeria. Ils sont en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, ils cherchent même à installer une base de drones et autres là, en complicité avec votre truc de... Parce que son nom là, souvent, ça m'échappe là. Dromadaire? Non, le nègre de salon là, l'anglais. Miguel Langlais. Voilà, l'anglais. Cette base de drones là, c'est pourquoi? C'est pour nous espionner ici. Donc, qui sert de flanc à ça? C'est la CEDEAO. Et tant que cette CEDEAO est là, elle ne pourra jamais collaborer militairement avec l'AES, ni économiquement de façon efficace avec l'AES, et même jamais de façon diplomatique
avec l'AES tant qu'elle sera téléguidée et commandée par l'extérieur. Donc souvent à un moment donné, comme la devise du génie militaire dit, souvent il faut bâtir, construire ou même détruire encore pour construire. Quoi. Voilà. Moi je crois qu'il faut revenir à l'objectif principal. Notre combat, c'était la souveraineté. Et cela dans tous les sens. Que ce soit face à la CEDEAO, que ce soit au commanditaire de la CEDEAO, que ce soit notre combat, c'est la souveraineté. Et par ce combat-là, nous avons mis le verre dans le fruit de la CEDEAO. Tous les ressortissants des pays membres de la CEDEAO, la plupart aujourd'hui, pourquoi on a des panafricains dans tous ces pays-là? Pourquoi IB, quand il va en voyage au Ghana, est plébiscité? Pourquoi quand il va, ils ont choses jamais Assimi se déplace dans un de ces pays, il aura une ovation comme IB. Pourquoi? Parce que le peuple reconnaît le combat et adhère au combat que les trois pays-là sont en train de mener. Ce n'est pas un facteur. Il y a un verre dans le fruit. Pourquoi on en veut tant aux pays membres de l'AES? C'est parce qu'ils ont initié un combat qui va faire tache d'huile. Les autres risquent de nous suivre. Donc moi, je dis, laissez-les aller, ils vont aller à leur propre chose. De toute façon, c'est à nous de veiller, d'être assez forts et de veiller. Mais ce que dit Drissa, non, je ne crois pas que l'OTAN soit installée dans ces pays-là au nom de la CEDEAO. C'est chacun de ces pays-là qui accepte que l'OTAN s'installe ou pas. Est-ce qu'un Ouattara peut-il refuser les droits d'établissement à un pays quelconque de l'OTAN? C'est un choix que c'est lui qui a à le faire, mais en les établissant chez lui. Il est souverain? C'est lui qui doit faire ce choix. Ce n'est pas à nous de lui dicter ce choix. Mais ce que nous constatons, il ressort sur son territoire des forces hostiles à l'AES. Et dans les négociations et dans nos rapports futurs, ça va se sentir. Pas sur le plan militaire seulement. Si on veut priver, vous avez deux pays qui sont les mamelles qui rentabilisent le port ivoirien qui vient de faire des investissements en eau profonde. Si le Burkina et le Mali décident de boycotter le port ivoirien, mais c'est un coup dur. Et rien que parce que l'OTAN s'est installé là-bas, le Sénégal, en installant l'OTAN, c'est-à-dire c'est des négociations globales qui prennent en compte tous les aspects de la vie. Et ces aspects de la vie peuvent... Tu prends le risque aussi, si tu installes l'OTAN chez toi, tu prends le risque en cas de conflit de voir l'AES s'attaquer à ton pays. Et si nous sommes, nous aussi, dans une alliance avec les Russes, c'est une confrontation qui se fera chez toi aussi. Tu as entendu, Ado a dit quelque chose le jour où il s'est agi de faire une armée pour aller s'attaquer au Niger. Il a bien spécifié, je voudrais que l'on comprenne que ce n'est pas le pays individuellement qui a pris, c'est une décision collective. Pourquoi il veut se justifier tant? Parce que, voilà, tout est là. Moi, j'ai dit, préoccupons-nous de sauver, de continuer et d'affirmer notre souveraineté. Que la CEDEAO soit puissante. Elle ne pourra pas continuer sur cette lancée à servir d'instrument de pression pour d'autres pays. Sinon, elle va éclater. Voilà. Non, je vais juste ajouter quelque chose. Dans les communiqués, dans les communiqués précédents des sommets de la CEDEAO avait dit à un moment donné qu'elle ne va jamais accepter que les Russes s'installent à leur porte. Avec l'expression mercenaire. C'était directement, comment dire là, c'était les Russes qui étaient visés. Pourquoi? C'est l'OTAN derrière. Voilà. Donc, le truc, c'est quoi? Il ne s'agit pas des autorités, comment dire là, il ne s'agit pas aux autorités de se promener pour disloquer la CEDEAO ou autre. Il s'agit de ce qui est bien pour notre lutte. Aujourd'hui, si les Européens se battent pour affaiblir la Russie, pourquoi ils le font?
c'est pour renforcer l'Europe. Aujourd'hui, si Donald Trump se bat pour affaiblir la Chine, c'est pourquoi? C'est pour renforcer les États-Unis. Parce que les intérêts géopolitiques fonctionnent comme ça. Est-ce que vous voyez? Si tu veux te développer ou bien si tu veux avoir la paix chez toi, il faut avoir un ennemi ou un concurrent affaibli. Tu ne peux pas avoir un concurrent fort et te renforcer aussi. Non. Donc, soit ça devient, celui qui est en face, il devient un allié, vous renforcez, vous progressez ensemble. Sinon, s'il reste concurrent ou adversaire, il faut qu'il soit affaibli pour que toi, tu puisses être agrandi. Il s'agit de ça, il s'agit de ça et de ça seulement. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, cette CEDEAO-là, c'est quoi? Elle est commandée par qui? Non, la CEDEAO, c'est l'OTAN. Voilà, si la CEDEAO, c'est l'OTAN, la CEDEAO va travailler pour l'intérêt de l'OTAN. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, cette organisation qui est l'OTAN, est-ce que l'OTAN veut nous voir grandir aujourd'hui? Non. D'ailleurs, pourquoi l'OTAN se promène dans nos frontières? Pourquoi? On avait des problèmes avec l'Algérie, on a vu l'OTAN en Algérie. Oui. Quand on a commencé à avoir des problèmes avec la Mauritanie, l'OTAN est parti en Mauritanie. Michael Langlais est parti en Mauritanie. La Côte d'Ivoire, pareil. À chaque fois qu'on a un souci avec un pays, l'OTAN se déplace pour aller là-bas faire des accords ou bien faire des propositions à ce dérien. Pourquoi? Parce que l'OTAN ne veut pas voir aujourd'hui cette organisation qui s'appelle AIS, qui est partenaire de la Russie. L'OTAN ne veut pas voir cette organisation grandir. Et d'ailleurs, ce qui est très grave, même pour te compléter un peu, l'AES n'est même pas seulement partenaire de la Russie, nous sommes même partenaires avec le Tchèque, qui sont un pays membre de l'OTAN. Oui. Je pense que le véritable problème de l'OTAN, c'est de ne pas accepter que des pays africains se mettent ensemble et de pouvoir émerger au volet de leurs propres ailes. Exactement, c'est ça quoi. Donc, cette organisation passe par qui aujourd'hui? Par la CEDEAO pour nous affaiblir. J'ai dit, l'idéal pour nous c'est quoi? C'est de voir toute organisation qui nous combatte, toute organisation qui travaille contre nous. L'idéal c'est quoi? C'est voir cette organisation s'affaiblir. Ça c'est naturel. Que cette organisation-là s'affaiblisse elle-même ou par quelqu'un d'autre, ça c'est une autre histoire. Mais l'idéal pour nous, c'est de voir un concurrent affaibli plutôt qu'un concurrent fort qui risque de nous marcher dessus. Non, je crois que ce que moi je voudrais dire. On va éponger cette question. On va éponger cette question. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on appelle, CEDEAO ou pas, les pays n'ont que des intérêts. Il faut tabler dessus. Nous serons toujours en but à des histoires d'intérêt entre les pays. Et moi, je vais vous rappeler quelque chose. Au départ de la venue de l'Europe, surtout de la France, dans le Sahel, ils avaient sollicité Donald Trump lors de son premier mandat. Il avait dit qu'il ne se mêlera pas de ça. Il n'enverra aucun subside, il n'aidera pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est que Donald Trump a raflé le contrat entre la France et l'Australie pour les 56 sous-marins à tête nucléaire. Les Français ont rué dans les brancards. Pour tout observateur en ce moment, Donald Trump s'est même déplacé en France pour essayer de calmer le jeu. C'est pour ça c'est le Mali qui a été l'objet, on a fait du Mali l'objet de compensation. C'est à partir de ce moment qu'ils ont décidé de donner la surveillance aérienne à la France, qui n'est pas bon dans ce domaine. Vous le saviez, toute la surveillance satellitaire, c'était les Américains. Et les renseignements étaient donnés aux Français. Mais c'est venu c'est-à-dire il faut voir les liens qui se tissent. Mais aujourd'hui, il y avait Joe Biden avait fait, le Congrès avait fait, je ne sais pas le Congrès, mais le Parlement, je crois, avait fait une loi, la loi 711, qui interdisait aux pays de l'Ouest africain de tisser des relations avec la Russie et donner pouvoir, quitus, à l'exécutif de venir intervenir même militairement. Cette loi n'a pas, je pense que elle n'a pas prospéré parce qu'elle devait être votée dans les mêmes termes
entre le Sénat et le Parlement. Mais ça n'a pas prospéré. Il semble que ça n'a pas prospéré. Et Joe Biden, il n'y avait pas de président. Le président aux États-Unis, c'est l'administration. Ce sont ses services secrets ou autres là. Joe Biden ne poussait pas. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, AES fort ou pas, CEDEAO fort ou pas, nous serons obligés de continuer à nous battre pour préserver et faire valoir notre souveraineté. Et ceci pourra nous être d'autant plus facile si nous mettons la main sur nos ressources minières et qu'on puisse les exploiter et les valoriser. Plus on sera fort sur ce domaine-là, plus on pourra faire face. Mais la concurrence, là, elle est innée entre les pays. Entre les pays, entre les organisations, c'est inné. Ça va crescendo. Ce que moi, je dis, si la CEDEAO est affaiblie, tant mieux. Mais nous, on ne se préoccupe pas de les affaiblir. Nous n'avons pas d'acte à poser. Si nos relations... Mais ils se préoccupent de nous affaiblir ou quoi? Oui, mais c'est parce que nous sommes l'antithèse de la CEDEAO. Ok. Sans vous couper, je pense qu'on doit avancer. Oui. Sinon, aujourd'hui, si on demandait à Bachar al-Assad s'il avait intérêt à avoir l'Israël très forte à ses frontières, je pense qu'aujourd'hui, il aurait une autre réponse. S'il avait intérêt à voir la Turquie qui était totalement aussi derrière Giuliani, être très forte, si la Turquie était affaiblie aux côtés de la Syrie, ça allait produire les mêmes résultats. Je pense que l'émission prochaine nous édifiera là-dessus parce qu'on va revenir, on va discuter encore de l'Est, de la CEDEAO. Mais nous avons vu des attaques ces derniers temps, un peu par-ci de gauche à droite. Et ces attaques-là ont un lien avec ces discussions. Parce que si nous savons que les trois pays de l'Est, chacun respectivement accuse la jeune française d'être avec les groupes terroristes, de parrainer, de financer, d'entretenir certains groupes terroristes. Si nous savons que c'est la France encore à travers l'Union européenne qui participe au financement de la CEDEAO, ce qui veut dire que l'Union européenne, qu'on peut retrouver en connexion avec ces agents armés qui déstabilisent les pays de l'Est, et au même moment, c'est l'Union européenne aussi qui participe au financement de la CEDEAO. Faut-il faire un lien avec les attaques de ces derniers temps, peut-être pour pousser les pays de l'Est à discuter en position de faiblesse avec la CEDEAO? Si nous savons que dans les communiqués, la CEDEAO demande à lutter contre le terrorisme aux côtés des pays de l'AES. Est-ce que c'est fait exprès pour faire monter les quelques attaques, même si elles ont été contenues par les pays de l'AES? Permets-moi de revenir au domaine de discussion qui se profile. On a dit d'une manière générale, il y a 2 points. Le second point, c'est d'abord, Touré l'a dit, sauvegarder les acquis. Oui. Dans son discours, c'est ce qu'il avait dit. Et il a détaillé en disant la libre circulation des biens et des personnes, le droit d'établissement, la liberté de commerce, d'investissement dans et à travers la région de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, il y a des domaines, on se demande est-ce que ces domaines feront partie? Non, je ne crois pas. Et même si ça doit faire partie, ce sera avec toutes les précautions. C'est le domaine paix et sécurité. Est-ce qu'on va collaborer avec la CEDEAO en tant qu'entité dans ce domaine-là? Je n'en ai pas. Nos chefs d'état-major, est-ce qu'ils ont prévu une telle collaboration? Nous, on ne va pas, je crois, même si on doit collaborer, ce serait des collaborations limitées pour ne pas permettre l'infiltration à travers la CEDEAO d'éléments étrangers susceptibles de se retourner le fusil contre nous. Et dans ce cas, on doit faire extrêmement attention. Mais je ne pense pas que ce domaine soit encore cité. Non, mais je crois que c'est dans le communiqué. Le volet sécuritaire. Le volet sécuritaire. Bon, c'est là où il faut faire extrêmement attention. Parce que ces pays vont venir. Ils ont 5000 hommes. Tous ces pays réunis, depuis des années, ils disent une force d'attente de 5000 hommes, qui ne sont même pas arrivés en réalité à autonomiser avec des moyens, mais nous faisons 5000 hommes en moins de 2 ans, avec des moyens conséquents. Et donc, ils ne vont pas venir profiter de nos sueurs. Ça, il faut l'éviter.
On ne va pas se mettre à aider un pays, la CEDEAO à combattre. Non, chacun garde sa frontière. On peut passer les renseignements concernant les choses, mais aller jusqu'à permettre les droits de poursuite, ça c'est autre chose. C'est un domaine dans lequel il faut faire extrêmement attention. Donc, pour les autres domaines, il y a la coopération douanière, il y a la création de la banque de la configuration pour l'investissement pour le développement qu'on vient de créer. Tous ces aspects. Mais il y a des choses qui échappent, qui ne feront pas l'objet de discussion. À commencer par le fameux additif là. Et protocole additif sur la bonne gouvernance. Ça, c'est out Or, c'était ça l'instrument qui leur permettait d'ingérence. Ça, c'est écarté. Oui, Songo, il est même revenu là-dessus que le volet politique a posé problème. Bon, donc, on l'écarte. Ça ne fait pas partie des discussions. Il y a un autre point qui ne fait pas partie de ces discussions-là qu'on a écarté. Je n'ai pas tout ici, mais il y a des volets qui ne feront pas partie. Si un volet comme la sécurité fait partie, ce serait une coopération limitée. Nos gens, il faut faire confiance à nos armées. Ceux qui dirigent l'armée, ils sont dans la lutte contre depuis bien des années, contre le djihadisme, le terrorisme. Ils sont beaucoup plus en jambes, comme on dit en football, que ces autres pays-là. Et nous, je crois que les propos, je reviens sur les propos du ministre des Affaires étrangères et du commissaire, enfin du président de la commission Touré, qui disent que sans intermédiaire, c'est extrêmement important. Ça veut dire que nous veillons à ce qu'on ne nous amène pas des propositions qui cachent des intentions de d'autres pays. Ok. Merci beaucoup. Idrissa Mimeta, des attaques de ces derniers temps. Moi, je pense que ces attaques-là étaient liées à des histoires de déstabilisation aussi. Parce que vous avez vu tout récemment les événements qui se sont déroulés et ces attaques en faisaient partie pour déstabiliser. Au-delà de ça, je pense qu'il y a un autre facteur également qui est en train de jouer. C'est quoi? C'est la négociation entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, si cette guerre-là, ou bien si cette crise-là se termine aujourd'hui, ça va donner plus de temps à nos partenaires de se concentrer sur d'autres théâtres et surtout sur le Sahel. Et en attendant que cette guerre-là prenne fin, il faut faire le maximum de dégâts ou il faut faire le maximum de bruit possible pour empêcher ces gens-là également. Et il y a aussi cette stratégie de faire de faire plus de bruit avec moins d'action et moins de résultats. Parce qu'aujourd'hui, le terrorisme ou les terroristes au Mali, sinon même dans le Sahel, sont affaiblis. Aujourd'hui, pour qu'ils fassent des attaques d'envergure, il leur faut 6 à 7 ou bien une année de préparation juste pour aller s'attaquer à une base militaire pour juste faire 5 minutes ou 10 minutes se filmer. Et donner un élément de communication. Vous voyez, donner un élément de communication, sinon après, ils vont être défaits sur le terrain. Donc, s'ils ne peuvent pas mener des attaques d'envergure, ils peuvent se disperser, mener des attaques par-ci, par-là, des trucs coordonnés, simultanés. Contre des postes. Voilà, contre des postes molles et autres là, qui vont donner l'occasion à leurs communicateurs de prendre le relais et de faire des campagnes de communication contre nous pour terroriser davantage les citoyens du Sahel et également donner l'expression à ceux qui ne sont pas dans le Sahel ou sinon même à ceux qui ne connaissent pas la réalité sur le terrain, leur donner l'impression que rien ne va ici, que depuis que l'impérialisme est parti, c'est la descente aux enfers. Et que la montée en puissance de nos armées que nous sommes en train de dire est fausse, et également qu'il faut que nous donnions la main à ces gens-là pour pouvoir mettre fin à ça. Et surtout qu'il faut négocier avec les terroristes. Oui. Voilà, parce que vous avez même vu que leur propagandiste en chef là, a commencé à dire que maintenant ils ne voient pas l'AES s'en sortir si ce n'est pas par la voie des négociations. Effectivement. Voilà, donc faire beaucoup plus de bruit, faire beaucoup plus d'attaques pour nous forcer à négocier. Et surtout, il y a un élément
que le gars qui a été arrêté au Niger, l'ex-officier burkinabé là, Akishi, je pense que c'est son surnom, il a dit qu'il faut tout faire, hein, il faut tout faire pour déstabiliser avant l'opérationnalisation de la force conjointe de l'AES. Une fois que cette force-là soit mise sur place, que ça va être très compliqué de gagner sur nos militaires. Donc je pense qu'il y a ces volets-là aussi qui, en plus de ces volets, comme je le disais tantôt, l'objectif aujourd'hui également c'est en Côte d'Ivoire, il y a des élections qui doivent venir. Ouais. Hein? En Guinée également, même s'il n'y a pas de date, Mamadi est en train de parler des élections. Au Bénin également, il y a des histoires d'élections. Et vous savez, ces gens-là, ils n'aiment pas voir à la tête d'un pays un dirigeant qui va leur dire non. Comme ils l'ont fait au Mali vers 2012-2013, ils ont créé une condition des situations qui ont obligé le président élu à s'aligner derrière eux. Donc ils sont en train de préparer également ces coups-là contre certains pays pour, en cas d'élection, le futur président qui va venir, il va trouver un pays dans une telle situation qui sera obligé soit de maintenir leur force sur place ou bien soit de négocier avec eux pour ne pas aller également de l'autre côté. Merci. Il y a le ministre, c'était le ministre des Armées ou bien le ministre des Affaires étrangères français qui a dit qu'avec le pétrole au Sénégal, les terroristes vont commencer à attaquer le Sénégal. Ouais. Ils vont passer par où? Donc il faut que ces terroristes-là se dispersent un peu sur le territoire pour pouvoir également rejoindre certains pays limitrophes également de l'Est. Raison pour laquelle moi j'appelle ces pays-là à plus de coopération avec les forces de l'AES pour contrer ces gens-là avant qu'il ne soit trop tard. Ce que je n'avais pas répondu à la question. Okay. Une telle question, ça peut être, à moins de lire dans une boule de cristal, je ne pense pas que pour amener les terroristes ou les djihadistes, plus surtout les djihadistes, à faire un harcèlement, que les pays qui sont derrière aient besoin de passer par la CEDEAO. Ils n'ont pas besoin. Peut-être, sauf que le président qui sera dans ces pays limitrophes ne pourra pas trop s'opposer à leur présence sur leur territoire. Je n'y crois pas trop. Mais il y avait aussi un domaine dans lequel on ne va pas négocier. C'est le domaine des relations entre la CEDEAO et ses autres partenaires. Ce domaine ne nous concernera plus. Voilà. OK. Nous arrivons au terme de cette émission. Idrissa, votre mot de la fin? Je vous remercie pour l'invitation et je remercie également le douanier d'avoir accepté de nous accompagner. Mes remerciements également à l'endroit de tous les abonnés qui ne cessent de nous appeler, nous écrire, nous encourager chaque jour à travers nos différentes sorties. Et j'appelle également le peuple africain à s'unir, à se donner la main davantage pour que ce nouveau partage du monde qui est en train de s'opérer, pour que l'Afrique ne sorte pas avec les mains vides. Merci. Doyen, votre mot de la fin? Moi, je dis que je rappelle ce que le président de la transition a dit. Vous voulez qu'on nous soyons souverains? Le président de la République maintenant? Oui, le président de la République. Okay. Vous voulez la souveraineté? Nous allons chercher notre souveraineté. Mais ce n'est pas sans inconvénient. Ça va être très difficile. Il l'a dit. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir 2 autres pays qui ont suivi le même chemin que nous parce que nous faisions l'objet du même traitement. Le Burkina et le Nigeria. Plus que jamais, c'est le moment de réussir cette confédération pour aller vers la fédération. Je vous avais dit ici, aucun pays au monde ne va nous laisser nous constituer en fédération tout bonnement. Non, ça n'existe pas. Et donc, c'est une lutte continue. Et ce qui est vrai, le président de la République a dit, on va entamer un chemin, il n'y aura pas de retour possible. Il nous faut l'unité. Si nous nous unissons, on va triompher. Mais si nous ne nous unissons pas, alors, à la boulot. Nous espérons que le peuple du Mali dans son ensemble est déjà uni et debout. Les peuples de l'AES sont unis et debout. Nous restons très déterminés. Doyen, votre parole, votre appel joint à celui de son Excellence le Président de la République du Mali, Président en exercice de l'AES. Votre appel est attendu. Nous avons tout intérêt à rester mobilisés, déterminés pour réussir
cette mission de survie de notre État en tant qu'État-nation, réussir cette unité africaine qui est d'ailleurs dans notre hymne national. Nos dévanciers l'avaient prédit et aujourd'hui nous sommes en train de mettre ça en œuvre. Ils avaient commencé et aujourd'hui avec l'AES c'est de plus en plus une réalité. C'est l'Afrique qui est en train de se retrouver. C'était le Mali, le Burkina, le Niger. Les prochains pays, c'est lesquels? Le Tchad, qui envoie d'autres pays aussi. Pour le moment, nous espérons vous retrouver le vendredi prochain pour un autre sujet dans le cadre de l'émission Parole aux Africains. D'ici là, le programme de Gandhi Malien TV continue. Merci de rester connecté. Merci et à vendredi prochain. Merci.